Le millionnaire se moque du concierge qui lit des livres, mais il révèle un secret qui choque tout le monde. Et ce qui s'est passé là-haut, personne n'a jamais osé le raconter. Mais moi, je vais vous le dire. Car la vérité, mon enfant, elle finit toujours par monter aussi. Si tu aimes les bonnes histoires, laisse ton like et abonne-toi. Sinon, tu vas rater la suite de ce conte. La sonnette du pentouse retentit 3 fois. 3 coups secs, décidés, sans hésitation. À l'intérieur, Henrik ria avec 2 amis en costume cravate. Ils buvaient, disaient des absurdités et pariaient des sommes qui pourraient acheter une voiture. L'un d'eux sursauta. « T'as invité quelqu'un, Henrik ?»« Pas du tout. Sûrement une erreur, ou une livraison pour la voisine, » répondit-il en riant. Mais en ouvrant la porte, son sourire se figea. Devant lui, debout, se trouvait Silas, le concierge, sans uniforme, sans badge, le regard droit. Henrik faillit recracher son whisky. « T'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que tu fous ici? C'est une intrusion !» Silas fit un pas en avant. Sa voix était calme. « Je suis venu livrer une histoire, une qui pourrait peut-être sauver la tienne. » Les amis rirent, pensant à une blague. Mais Silas sortit un vieux carnet de sa poche, couverture rigide, abîmée sur les coins. On aurait dit un journal intime. « Tu te moques de mes livres, Henrik, mais celui-là, tu devrais le lire, et vite. » Henrik, l'ego gonflé et l'alcool montant, perdit patience. « Va te faire voir, Silas, dégage de chez moi. » Silas ne bougea pas. Il tendit simplement le journal. « Avant de me chasser, ouvre à la page marquée. C'est tout ce que je te demande. » Puis il tourna les talons. Parti calme, comme quelqu'un qui sait qu'il vient de laisser une bombe derrière lui. Henrik resta là, le carnet à la main, ses amis figés. La curiosité est une bête traîtresse. Même en trouvant ça ridicule, il l'ouvrit. Sur la première ligne de la page marquée, il lut « Pour Henrik Moura, la vérité que tu n'as jamais voulu entendre ». Et juste en dessous, d'une écriture ferme, « Si tu lis ceci, c'est que le moment est venu de découvrir que ton nom n'a pas commencé avec toi. » Le silence devint pesant. Henrik referma violemment le carnet. Mais c'était trop tard, car il y a des choses qu'on ne peut plus ignorer, une fois qu'on les a vues. Cette nuit-là, il ne put dormir. Le lendemain, Silas ne se présenta pas au travail, et Henrik commença à enquêter sur ce que ce maudit journal voulait dire. Henrik passa toute la journée avec le carnet à la main. Il était agité, impatient, comme si un moustique s'était glissé dans son âme et bourdonnait sans arrêt. Il essaya de travailler, en vain. Essaya de boire, mais même le whisky ne passait plus. Ces mots résonnaient dans son esprit comme un marteau sur l'enclume. « Ton nom de famille n'a pas commencé avec toi. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça, ce fou? Marmonnait-il, faisant les 100 pas dans la suite luxueuse. Il appela son père en visio. Mais le vieux était à Dubaï, jouant au golf avec un prince. Il ne voulait pas parler. « On verra ça plus tard, Henrik. Ne te laisse pas perturber par un dingue. » Mais le problème, c'est que ça ne ressemblait pas à des délires. Au dos du journal, il y avait une photo collée, noir et blanc, floue, mais on distinguait 2 hommes assis sur un banc. L'un d'eux ressemblait à Silas, et l'autre, c'était le grand-père d'Henrik. Ses mains commencèrent à transpirer. En feuilletant le carnet, Henrik découvrit des coupures de vieux journaux, des lettres jaunies, et même un billet rédigé de la main de son grand-père. « Si un jour Henrik apprend cela, qu'il me pardonne. J'ai fait ce que je croyais juste pour protéger la famille. »« Protéger de quoi ?» hurla-t-il en lançant le carnet à travers la pièce. Mais aucune réponse ne venait. À la réception, le remplaçant de Silas ne savait dire qu'une chose. Il a demandé un congé, pour une durée indéterminée. Henrik ressentit un malaise qu'il ne connaissait pas. La honte, pas de la situation, mais de réaliser que peut-être ce concierge en savait plus sur sa famille que lui-même. Il retourna au carnet. Dans un passage, une phrase était soulignée. « La vérité a été enterrée en 1983 au fond de l'entrepôt 7, mais la terre gémit encore. » Entrepôt 7, Henrik tapa le nom dans le système de Mouratek. Et voilà, une propriété oubliée dans les archives de l'entreprise. Un vieil entrepôt abandonné, en banlieue. Il prit les clés de sa voiture sans attendre, parce qu'une fois que la puce est derrière l'oreille, soit tu grattes, soit tu deviens fou. Ce qu'il y trouva était plus que de la terre retournée.
Henrique conduisait comme s'il fuyait quelque chose. La route vers l'entrepôt serpentait entre des rues trouées, l'odeur d'huile brûlée et une poussière épaisse qui collait même à la fierté. Il s'arrêta devant une structure de fer rouillé, des panneaux suspendus à des fils de fer, un cadenas oublié par le temps. Il poussa la porte, et elle céda. Là-dedans, le temps n'était pas seulement arrêté, il avait pourri. Tuiles cassées, documents éparpillés, odeur de moisi mêlée à la rouille. Et au fond, dissimulé derrière des étagères effondrées, un petit coffre, à moitié enfoui sous les gravats et la poussière. Henrique força le couvercle, rouillé mais il céda. À l'intérieur, pas d'argent ni bijoux, des papiers, beaucoup, des actes de naissance, des photos anciennes, des contrats déchirés, et une enveloppe Kraft avec le nom Silas de Almeida écrit à la main. Mais ce qui le fit pâlir, ce fut un autre document. Le nom de son grand-père y figurait en grosses lettres. Reconnaissance de filiation, Silas de Almeida Moura. Le monde d'Henrique s'écroula sur le champ. « Quoi » balbutia-t-il, tremblant. Il relut le document. C'était officiel, signé et tamponné. Silas était le fils de son grand-père. Autrement dit, Silas était l'oncle d'Henrique, un concierge, inconnu, effacé par la famille. Le sang battait à ses tempes. Sa tête tournait. Henrique tomba à genoux au milieu de l'entrepôt. L'homme dont il se moquait faisait partie du sang qu'il arborait avec fierté. Là, il comprit pourquoi Silas lisait Shakespeare. Parce que seuls ceux qui ont été trahis par leur propre histoire comprennent le poids d'une tragédie. Le journal était un appel à la justice, le dernier recours d'un homme effacé de l'arbre généalogique par honte, par racisme ou par avidité, et qui, désormais, voulait être reconnu. Henrique prit tout, le mit dans sa voiture, et pour la première fois de sa vie, il ne savait plus qui il était, ou plutôt, il savait. Et il n'aimait pas ça, mais le pire était encore à venir, car il décida de confronter sa propre famille, et certaines vérités, une fois dites, ne retournent plus jamais dans la poitrine. Henrique rentra chez lui, le visage défait. Le penthouse, aussi silencieux que glacial, semblait résonner des mensonges familiaux comme une cathédrale du faux-semblant. Il étala les documents sur la table en verre du salon, le journal, l'acte de filiation, les vieilles lettres, la photo du grand-père avec Silas sur un banc, tout était là. Tout prouvait ce que personne n'avait jamais osé dire. Il passa un appel vidéo à son père. Cette fois, il décrocha. « Henrique, je suis en pleine réunion. On peut voir ça plus tard. » Henrique fit pivoter la caméra et montra l'acte de filiation. Silence. De l'autre côté de l'écran, le visage du père se décomposa. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-il. « Dans l'entrepôt 7, abandonné comme vous avez abandonné Silas. » Le père tenta de rire, nerveusement. « C'est un faux, ce document. Ce type a tout inventé. Ce n'était qu'un employé. C'est mon oncle !» La voix d'Henrique explosa dans l'air. Les vitres vibrèrent. Son cœur battait comme celui de son grand-père à présent. « Vous avez caché ça toute votre vie. Pourquoi ?» Le père se frotta les yeux, puis le visage. Il respirait profondément, comme s'il luttait contre quelque chose de très ancien et lourd, parce que sa mère était une domestique, et qu'à l'époque, ce n'était pas acceptable. Ton grand-père a préféré préserver la réputation de la famille. C'était le prix à payer pour l'Empire. Un bâtard ne rentrait pas dans le portrait de famille. Henrique resta figé. Vous avez effacé l'histoire d'un homme, pour garder une jolie image dans un cadre en argent. Le père soupira. Henrique, si tu continues à creuser ce passé, tu vas détruire tout ce qu'on a construit. Henrique baissa le téléphone, regarda le journal et murmura « Alors il est temps de reconstruire, avec ce qu'il reste de vrai. » Il raccrocha. Cette même nuit, il rédigea une lettre, adressée au conseil de Mouratek, et il y écrivit noir sur blanc. Silas de Almeida Moura est un membre légitime de cette famille, et il mérite reconnaissance publique, légale et morale. Ce qui s'ensuivit fut un ouragan, car toucher à un héritage et à un nom de famille riche, c'est jouer avec le feu d'un lion enragé. Le lendemain, il reçut une assignation judiciaire de sa propre tante. Et là, l'histoire prit feu. Henrique se fit réveiller par des coups secs à la porte.
C'était l'avocat de la famille. Costume noir, regard froid, une mallette à la main. « J'apporte une notification, monsieur Henrique. Madame Carmen Moura vous poursuit pour diffamation et atteinte au nom familial. » Henrique ouvrit la mallette. Il lut chaque ligne, la respiration coupée. Oui, ils essayaient vraiment de le faire taire. Sa tante, sœur de son père, affirmait qu'Henrique était mentalement instable et victime d'un délire de deuil héréditaire. « Deuil héréditaire » ricana-t-il. « Maintenant, même le sang oublié devient une pathologie ?» L'avocat ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux. Henrique était seul, son père à Dubaï, sa mère recluse dans un spa de silence, et ses oncles conspirant pour protéger l'Empire. Il ne pouvait compter que sur une seule personne, Silas. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas où le trouver. Il alla à la loge, le lendemain. Le nouveau concierge dit que Silas avait rendu son uniforme et était parti sans un mot. « Il a juste laissé ça pour vous », dit-il en tendant une enveloppe. Henrique l'ouvrit. C'était une note manuscrite. « Tu as trouvé ce que j'ai caché. Maintenant, tu dois trouver ce que j'ai protégé. La vérité ne s'arrête pas au papier. Elle respire. » Au bas du billet, une adresse. Rue São Geraldo, numéro 208. Henrique s'y rendit sans réfléchir. En arrivant, il découvrit une maison simple, mur en briques, jardin mal entretenu, linge séchant au fil. Il sonna. Une fillette d'environ 9 ans ouvrit. Cheveux attachés, t-shirt Harry Potter, regard méfiant. « Beau, bonjour. C'est vous le monsieur riche ?» Henrique fut surpris. « Pardon, qui t'a dit ça ?» Une voix surgit de l'intérieur de la maison. « C'est moi, Marina. » Silas. Portant une vieille chemise, des tongs, un torchon sur l'épaule et un tablier taché de sauce, Henrique resta figé. « Cette petite... c'est ta fille ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Silas sourit simplement. « C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais rien dit. Le monde qui m'a effacé ne l'effacera pas elle aussi. » Henrique sentit sa gorge se nouer, car il comprit, là, que l'histoire était plus grande que lui. C'était une affaire de mémoire, de justice, de rendre leur nom à ceux à qui on avait tout volé, sauf la dignité. Mais la famille n'allait pas se laisser faire. Et la semaine suivante, Henrique fut destitué de la présidence de Mouratek. Sa lettre avait causé un scandale. Et l'élite ne pardonne pas une trahison de sang, même si ce sang est le même. Henrique quitta le bâtiment de Mouratek, la tête haute. Pendant que les actionnaires murmuraient dans son dos, il souriait intérieurement, parce que parfois, perdre le trône est la seule façon de s'asseoir du bon côté de la table. Dans les journaux, le scandale faisait déjà la une. L'héritier de Mouratek révèle un secret vieux de plusieurs décennies et est écarté de l'entreprise. Et en plus petit, tout en bas, le concierge serait un parent caché de la famille. Henrique regardait tout cela avec un mélange de colère et de soulagement. Le monde savait, même si l'on se moquait, même si l'on doutait. Le nom de Silas existait, et on ne pouvait plus l'effacer. Silas, de son côté, continuait sa vie. Maison simple, café fait à la main, carnet posé sur la table. Marina, sa fille, étudiant avec un crayon usé jusqu'au bout. « Ah, tu as remué un nid de guêpes, Henrique, » dit Silas un après-midi. « Et toi, tu es resté silencieux toute ta vie, pas par lâcheté. Par protection. » Silence. Henrique regardait cet homme avec de plus en plus d'admiration. Si serein, si solide, si maître de lui. Tellement différent de tout ce qu'il avait connu derrière les murs dorés de l'élite. Un jour, Marina demanda « Tonton Henrique, pourquoi tu n'es plus à la télé ?»« Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité, Marina. Ils aiment le miroir. Et j'ai brisé leur miroir. » Elle sourit. « Maman disait que papy avait 2 fils. Un devant les caméras et un dans les coulisses. » Henrique regarda Silas. Silas détourna le regard. C'était clair, le grand-père savait. Il avait toujours su, et malgré cela, il avait préféré cacher Silas sous un uniforme. Pour préserver l'image, pour les convenances de l'époque, par lâcheté tout simplement. Mais Henrique avait déjà pris sa décision. Le mois suivant, il vendit l'un de ses appartements à Paris, et avec l'argent, il rénova l'entrepôt 7. Il y fonda ce qu'il appela « Institut Silas Moura ». L'éducation n'a pas d'uniforme. Des livres, des cours, des conférences, un soutien psychologique, de l'aide aux devoirs,
de la littérature authentique pour ceux qui ont toujours été laissés hors de la bibliothèque. Une plaque en fer fixée à l'entrée disait « Ceux qui se moquaient de moi en train de lire, lisent aujourd'hui parce que j'ai résisté ». L'Institut fit parler de lui, devint un symbole. Et lors d'un des premiers cours, Marina lut à voix haute le même passage de Shakespeare que Silas lisait à la réception. « Nous pleurons à notre naissance parce que nous venons dans ce vaste asile. » Henrique, au fond de la salle, laissa couler une larme. Mais cela faisait encore mal, parce que la famille manigançait toujours dans l'ombre, accusait encore, se moquait encore, et maintenant, ils avaient préparé quelque chose de plus grave. Car quand l'élite perd à la loyale, elle passe au coup bas. 3 semaines après l'inauguration de l'Institut Silas Moura, Henrique reçut une notification urgente. La famille le poursuivait pour usage abusif du nom Moura dans une institution privée sans autorisation du groupe familial. C'était le comble. Il voulait effacer Silas une nouvelle fois, cette fois par voie judiciaire. Pire encore, ils déposèrent une demande de suspension des activités de l'Institut sous prétexte qu'il salissait l'héritage corporatif des Moura. Henrique gronda de rage. L'héritage qu'ils ont bâti sur le silence d'un frère, quel héritage! Son avocat, un ancien camarade d'université, tenta de le calmer. « Henrique, ce cas est symbolique, mais ils ont de l'influence. Les juges déjeunent avec eux. Les prêtres disent la messe en privé. Même les chroniqueurs mondains vont te tourner le dos. Alors, on va utiliser ce qu'ils n'ont pas, la vérité. » Ce jour-là, Henrique enregistra une vidéo. Assis sur les marches de l'entrepôt, le journal de Silas en main, il regarda droit dans la caméra et déclara « Je m'appelle Henrique Moura, et je porte ce nom non pas pour la richesse, mais parce que je connais aujourd'hui le prix de ce qu'ils cachent. S'ils veulent me retirer ce nom, qu'ils le fassent. Mais qu'ils n'osent pas effacer celui qui a construit la partie la plus noble de cette histoire. Silas, mon oncle, mon exemple, mon sang. » La vidéo devint virale, des millions de vues en 3 jours. Journaux, influenceurs, professeurs, artistes, tout le monde en parlait. Justice pour Silas devint tendance. Mais avec la pression vint la contre-attaque. Tante Carmem fit publier un dossier mensonger contre Silas. Il disait qu'il avait un passé criminel, qu'il mentait sur son histoire, qu'il était un employé rancunier cherchant la gloire par les médias. Silas reçut la nouvelle chez lui, en lisant le journal. Il ne dit pas un mot. Il baissa simplement la tête. Marina, sa fille, se blottit contre lui et murmura « Papa, ils vont nous faire partir d'ici ?» Silas ferma les yeux, avalant sa douleur. Henrique arriva quelques minutes plus tard. « Ils peuvent tout nous prendre, sauf notre place dans l'histoire. » Mais Silas était épuisé, fatigué d'être un fantôme, de devoir prouver qu'il existe tout le temps. Henrique vit dans ses yeux le risque d'abandon. Et c'est à ce moment-là que les histoires changent, quand celui qui porte le monde sur ses épaules envisage de le laisser tomber. Cette nuit-là, Silas disparut. Il quitta la maison et laissa un mot. « Pardonne-moi, Henrique, mais certaines luttes nous épuisent avant la victoire. » La panique s'empara de tout, car parfois la justice arrive trop tard. Henrique fouilla toute la ville. Commissariat, hôpital, gare routière, rien. Silas s'était volatilisé comme de la poussière emportée par un vent furieux. Marina ne parlait plus. Elle restait blottie contre l'oreiller de son père. L'odeur de son absence hurlait dans le silence. Henrique, anéanti, fit ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Il alla sur la tombe de son grand-père. Oui, celui qui avait donné son nom à la fortune, mais l'avait refusé à son propre fils. Il s'arrêta devant la dalle de marbre noir. Et là, sans caméra, sans public, sans orgueil, il parla. « Tu m'as appris que Moura était synonyme de pouvoir. Mais aujourd'hui, je comprends que Moura est aussi silence, lâcheté et honte. Le fils que tu as caché est l'homme le plus digne que j'ai jamais connu. Et s'il meurt à cause de toi, tu ne mérites même pas ce sol où on t'a enterré. » Il pleura, pas comme un enfant gâté, mais comme un homme qui venait de perdre une partie de ce qu'il aurait pu être. Sur le chemin du retour, il passa devant l'Institut. Des bougies étaient allumées, des fleurs, des pancartes avec des phrases comme « Où est Silas ? On n'efface pas celui qui a appris aux autres à lire. »
Héros silencieux, gens du quartier, anciens élèves, voisins, tous étaient là. Le concierge était devenu un symbole. Henrique monta sur la marche de pierre et parla, la voix tremblante. « Silas n'a pas disparu, il est parti chercher des forces, et quand il reviendra, il trouvera ici quelque chose de plus fort encore. » Mais au fond de lui, il doutait, jusqu'à ce que quelques jours plus tard, une enveloppe arrive, sans expéditeur. À l'intérieur, une seule photo, Silas, assis sur un banc face à la mer, à Paraty, et au dos, écrit de la même main ferme que dans le journal. Tout enfant rejeté doit plonger dans le silence, pour en ressortir un homme entier. Henrique partit aussitôt. Il arriva sur la plage, marcha sur les pierres, et là, il le vit, assis, regardant l'horizon, l'âme en reconstruction. « Tu as mis du temps à me trouver, Henrique, » dit Silas sans tourner la tête. « J'ai dû apprendre à chercher de la bonne façon. » Silas prit une grande respiration. « Tu comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais rien dit ?» Henrique répondit d'une voix ferme, « Parce que tu ne voulais pas de révolte, tu voulais du respect. Et maintenant, tonton, le monde entier t'écoute. » Silas baissa la tête, une larme coula. « J'aurais juste voulu que mon père fasse ça. C'est trop tard pour lui, mais pas pour toi, ni pour Marina. » À ce moment-là, la mère lava le passé, mais la famille préparait encore le coup final. Et cette fois, la cible était Marina. La nouvelle arriva comme un poignard dans une enveloppe scellée. Henrique était de retour à l'Institut quand il reçut une assignation urgente. Le document, signé par un juge influent, déclarait que Marina, la fille de Silas, faisait l'objet d'une demande de garde provisoire, au motif d'un environnement instable et d'une exposition médiatique nuisible dans un conflit familial. En d'autres termes, il voulait lui prendre sa fille. Henrique lut et relut. Le papier tremblait dans ses mains. C'était l'élite utilisant l'enfant comme une arme, essayant de détruire Silas là où ça faisait le plus mal, dans l'amour. Il courut jusqu'à Paraty, arriva essoufflé à la petite maison où Silas s'était réfugié. Marina, en voyant Henrique, courut dans ses bras, mais son regard n'avait plus la même lumière. « Ils ont dit qu'ils allaient m'emmener dans une maison sans livres, » dit-elle à voix basse. Silas tenait une feuille froissée, le même document. Ses yeux ne reflétèrent pas la colère, mais le deuil de celui qui perd toujours avant même de se battre. « Ils ne me prendront pas ma fille, Henrique, même si je dois disparaître à nouveau. » Henrique répondit fermement, « Tu ne vas pas disparaître, tu vas réapparaître, tu vas te lever, tu vas te battre, parce que maintenant, tu n'es plus seul. » Cette nuit-là, ils retournèrent à la capitale. Le lendemain, Henrique entra dans le bureau du même juge qui avait signé la mesure. Une mallette à la main, à l'intérieur, vidéo de Marina en train de lire, lettres de l'école, témoignages d'enseignants, preuves du lien père-fille. Mais Henrique alla plus loin. Il posa un dictaphone et déclara « Votre honneur, si Marina est retirée à son père, Mouratek sera poursuivi pour persécution, préjugés et manipulation judiciaire, et je publierai tout, nom par nom, y compris le vôtre. » Le juge blêmit. Silence. Et puis, dans un murmure, « Nous allons reconsidérer la mesure. Présentez une demande de révision. Le dossier sera classé sans suite, faute d'urgence. » Henrique sortit du bureau, le sang en ébullition. Silas attendait dehors. « Ça a marché ?» demanda-t-il. « Pour l'instant. Mais ce n'est pas fini, tonton. » Silas sourit, soulagé. Et c'est à ce moment-là que Marina arriva avec une feuille à la main. « Tonton Henrique, je peux te montrer quelque chose. » C'était un dessin. Elle avait dessiné lui, Silas et elle, tous les trois enlacés devant l'Institut. En haut de la page, elle avait écrit avec une écriture d'enfant « La famille, c'est ceux qui luttent ensemble. » Henrique ne put retenir ses larmes. Silas non plus. À cet instant-là, ils comprirent qu'ils avaient peut-être perdu un nom d'élite, mais qu'ils avaient gagné quelque chose qu'aucun testament ne pouvait offrir, une dignité enracinée. Mais la famille Moura n'avait pas encore lancé son dernier assaut. Et quand il arriva, ce fut d'en haut, de là où personne ne l'attendait. Henrique se trouvait à l'accueil de l'Institut lorsque le téléphone sonna. C'était son avocat. « Henrique, je dois te dire quelque chose qui va tout bouleverser. » Il alla droit au but. « Ton grand-père a laissé un testament secret, et dedans,
Silas est mentionné, en tant qu'héritier. Henrique faillit laisser tomber son téléphone. Comment ça? Le testament a déjà été lu il y a des années. Ben oui, mais celui-ci a été rédigé avant, et il était entre les mains d'un ancien comptable de la famille, décédé il y a 2 semaines. Le document a été découvert lors d'un audit interne. La voix de l'avocat se fit plus grave. S'il est validé, Silas a droit à une part de l'héritage, une part considérable. Henrique ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Silas, héritier légitime. L'homme qui, pendant des années, avait été réduit à un uniforme et un badge, pouvait désormais s'asseoir à la table en tant que Mourra de nom et de droit. Mais évidemment, l'enfer explosa de l'autre côté de la famille. Tante Carmem déposa une demande d'annulation. Elle affirmait que le grand-père avait été manipulé émotionnellement par Silas dans sa jeunesse. L'élite qui prônait la morale appelait désormais la paternité d'un homme noir et humble un égarement sentimental. Henrique ne se laissa pas faire. Il prit la parole sur les réseaux, dans les médias et devant la justice. Silas ne veut pas l'argent, il veut la reconnaissance. La blessure est trop profonde pour être rachetée par des chiffres. Mais s'il pense que la justice n'écoute que ceux qui ont de l'héritage, alors nous frapperons à la bonne porte. Dans l'ombre, Marina observait tout. La petite fille ne disait rien, mais elle dessinait. Un jour, elle tendit un nouveau dessin à Henrique. Un livre ouvert, et à l'intérieur une famille dessinée à la main. Silas, Marina, Henrique. Notre histoire ne tient pas dans un coffre, dit-elle. La semaine suivante eut lieu l'audience préliminaire. Silas, pour la première fois, entra dans un tribunal sans avoir à balayer le sol. Vêtu d'un costume emprunté, mais avec la posture de celui qui a toujours marché droit. La juge lut le testament, tous les regards fixés sur elle. Et à la fin, elle déclara « Si les parties souhaitent contester, une nouvelle date sera fixée, mais les indices d'authenticité sont évidents. » Tante Carmem se leva, les yeux remplis de feu. « C'est une mascarade. Il veut détruire le nom de la famille. » Henrique répondit ferme, « Il veut reconstruire le sien, celui que vous avez tenté d'enterrer. » Silence. L'audience fut suspendue pour permettre l'analyse du document. Mais ce jour-là même, quelque chose d'inattendu arriva. Silas reçut une lettre, sans expéditeur, pas d'enveloppe luxueuse, juste une feuille écrite au stylo. « Tu as gagné, mais attention, le nom que tu veux honorer cache peut-être plus que ce que tu peux supporter. » Au dos, une vieille photo. 3 hommes, l'un d'eux, le grand-père, l'autre, Silas, et le troisième, un visage inconnu, identique à Henrique, plus jeune, avec le même regard, et là, commençait un nouveau mystère. Henrique fixait la photo comme on fixe un miroir brisé. Les morceaux révélaient un homme qu'il n'avait jamais vu, mais qui portait cette même inquiétude profonde qu'il ressentait en lui. « Qui est-ce, Silas ?» demanda-t-il en tendant l'image. Silas observa longuement, et son expression changea. Cet homme s'appelait Jonas. C'était le meilleur ami de notre père. Ils ont grandi ensemble à la campagne. Et puis, un jour, il a disparu. Henrique fronça les sourcils. Disparu comment? Un jour, il n'est simplement plus revenu. Certains disaient qu'il était parti à São Paulo, devenu vagabond, qu'il avait perdu la tête. D'autres disaient qu'il était mort dans une bagarre. Mais on n'a jamais retrouvé son corps. Aucune trace. Silence. Henrique pointa la ressemblance. Il me ressemble trop. Comment est-ce possible? Silas inspira profondément. Peut-être qu'il n'était pas qu'un ami de notre père. La phrase resta suspendue. Henrique comprit. Tu veux dire qu'il pourrait être mon grand-père? Silas acquiesça. Ou le frère de notre père, ou même son fils. Dans cette famille, l'arbre généalogique a été taillé à la hache. Le mystère s'épaississait. Henrique décida d'enquêter. Avec l'aide d'un généalogiste, il retrouva des archives anciennes et trouva le nom de Jonas dans une liste d'internés d'un ancien asile psychiatrique fermé dans les années 90. Il s'y rendit. Un bâtiment abandonné, vitres brisées, odeur d'urine ancienne et d'abandon. Là, au milieu de dossiers moisis, Henrique trouva l'affiche. Jonas Ferreira dos Santos, interné en 1987, libéré en 1992. Aucune trace depuis. Observation, parle peu.
Délire au sujet d'enfants perdus. Nom répété, Enrique Zinho. Le sang d'Henrique se glaça. Il rentra, s'assit avec Silas, montra le papier. « Et si je n'étais pas le fils de mon père ?» Silas le regarda avec calme. « Henrique, même si c'est vrai, ce que tu as construit, personne ne peut te l'enlever, ni l'héritage, ni le nom. » Mais Henrique ne pouvait plus dormir. Il fit un test ADN, avec son propre échantillon, celui de son père, et, avec l'autorisation de la justice, des restes exhumés de son grand-père. Le résultat arriva quelques jours plus tard, incompatible. Henrique n'était pas le petit-fils biologique du patriarche Moura. Le monde s'écroula. Celui qui se moquait du concierge pour avoir lu Shakespeare était désormais le bâtard de la lignée. Henrique éclata de rire. « Silas, la vie a un humour que seul Dieu peut comprendre. » Mais Silas répondit avec sagesse, « Maintenant tu comprends ce que j'ai vécu. Et pourtant, tu es plus Moura que tous les autres, parce que tu t'es battu, et ceux qui se battent pour la vérité sont nés nobles. » Henrique prit le journal de son oncle. Sur la dernière page, il écrivit « L'histoire vraie n'est jamais racontée par les vainqueurs, mais par les survivants. » Et cette nuit-là, Henrique dormit pour la première fois sans se soucier de son nom. Car il avait une certitude. Il n'avait pas besoin d'héritage. Il était l'héritage. Fin.